Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Je vais lancer le live. Voilà, Monsieur Constant, vous pouvez y aller. Il est 10h15 pour démarrer votre conférence au NEDIA. À vous la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais faire une petite conférence qui sera basiquement en deux parties. Donc, dans la première partie, dans 20 minutes, je vais vous présenter NEDIA. Que je vous conseille vraiment de suivre. Voilà, un chercheur de l'École centrale de Nantes. Donc, pour me présenter rapidement, donc, je m'appelle Lionel Régis Constant, je suis responsable opérationnel de Capacité. Capacité, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la filiale privée de l'Université de Nantes. Donc, c'est une filiale qui est dédiée à la valorisation de la recherche nantaise. Et donc, ça fait quelques années que je travaille dans la business unit qui est plus spécifiquement chargée de faire du développement numérique. Et si je suis là dans cette conférence, c'est au titre de Neonedia, donc je suis l'un des responsables de l'association. Donc, je vais vous présenter avant tout collectif, inclure le maximum de l'intelligence de la région nantaise. Donc, ça intègre à la fois des chercheurs universitaires, des data scientists, ça peut être aussi des entrepreneurs, des journalistes, ou même des simples citoyens qui sont intéressés par toutes les problématiques et les solutions qui sont apportées par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un sujet qui est extrêmement populaire, même pour certains qui diraient un petit peu marketing. Et l'idée, c'était d'avoir différents acteurs qui puissent se rencontrer, qui puissent débattre. Et on a commencé en fait par avoir vraiment un angle dès le départ. Pour nous, notre ADN, c'est un petit peu l'approche citoyenne de l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que l'un des premiers chantiers sur lesquels on a travaillé, c'était le côté éthique, qui va être l'une des problématiques majeures de l'intelligence artificielle et qui, pour nous, voilà, est sans doute une des choses les plus importantes à réussir pour que l'intelligence artificielle puisse apporter le maximum de bénéfices à la société. Donc, ce collectif, il ressemble des individus, mais aussi des sociétés, voilà, qui ont été un petit peu partenaires dès le départ du collectif, avec lequel on a eu voilà, des relations. Donc, notre première mission, voilà, c'est de fédérer les acteurs et les citoyens. Donc, Neonedia, on envisage en fait surtout d'être un moyen aussi à ce que tous ces gens qui souvent ne communiquent pas entre eux ou qui ont accès à des sources d'informations qui sont un petit peu différentes, de pouvoir se retrouver dans un même endroit et de pouvoir discuter voilà, autour de tous les sujets qui sont liés à l'intelligence artificielle. On a lancé trois grands chantiers en fait, au début de l'association. Le premier, c'est l'expérimentation. L'expérimentation, ça s'est déroulé autour de projets.
Pour nous, c'était important d'avoir des objectifs qui soient assez concrets, de pouvoir présenter donc des petits POC, des petits projets dont certains se sont bien développés et de pouvoir coordonner voilà, tout ce travail. D'être en contact éventuellement avec des acteurs. Donc, l'une des choses qui est le plus important pour nous, c'est d'avoir vraiment un aspect de neutralité en fait absolue. Donc, quand on est contacté, par exemple, par une grosse entreprise qui cherche à savoir voilà, qui sont les différents acteurs, généralement, voilà, on envoie un email général en disant voilà, on a telle entreprise ou telle collectivité qui serait à la recherche de telle chose. Et après, c'est aux membres de Neonedia de contacter ou non voilà, cette entreprise ou ces personnes. Un autre chantier qui était important aussi, c'était la formation. Il y a énormément de choses autour de l'intelligence artificielle. Hein. Nous, on préfère employer d'ailleurs le terme de machine learning. Ça nous semble un petit peu plus adapté. Mais souvent, voilà, l'opinion publique est beaucoup exposée voilà, à l'IA et souvent, elle balance un petit peu entre deux extrêmes. Hein. Il y a les gens qui pensent que voilà, l'IA, c'est Terminator, ça va prendre tous les boulots de tout le monde, tout le monde va se retrouver au chômage, etc. Ça peut être un danger existentiel, même comme disait Elon Musk. Et puis, il y en a d'autres qui disent qu'au contraire, tout ça, c'est du marketing, c'est un peu du pipeau, etc. Tout. Donc, cette partie, ce chantier de sensibilisation, il est important pour nous parce qu'il permet de remettre un petit peu l'église au milieu du village, si je puis me permettre, et voilà, d'essayer d'évangéliser un petit peu l'état de l'IA, savoir qu'est-ce qu'elle fait bien, qu'est-ce qu'elle fait encore très mal, quelles sont les possibilités de cette technologie. Il y a aussi des chantiers dans des écoles qui ont été faits pour montrer voilà, aux adolescents quelles sont des techniques de base d'IA, quels sont les outils qu'on peut utiliser. Par exemple, on a Machina Corpus, qui est l'un des membres de Neonedia, qui a fait une expérimentation voilà, avec des adolescentes pour leur montrer, leur expliquer des petites bases de code et leur montrer qu'est-ce qu'on pouvait faire avec de l'IA en termes d'analyse et de traitement d'images. Et ensuite, pour terminer, la partie studio, voilà, on a fait un petit peu de cartographie en fait, des différents acteurs de l'IA nantaise. Il y a d'autres initiatives qui sont prises aussi également en parallèle. Donc, on va travailler aussi également avec d'autres gens pour voir voilà, quelle sera la meilleure manière de cartographier les acteurs de l'IA sur le territoire local. Donc, la charte éthique, pour nous, c'est quelque chose qui était vraiment l'ADN de l'association et c'est ça vraiment qui nous a fait commencer Neonedia. Elle s'est basée autour de 8 engagements qui ont eu une été assez intéressé par ce manifeste. En sorte que lorsqu'il y a du traitement de machine learning, de faire en sorte que les utilisateurs soient informés que leurs données puissent être utilisées par une IA et de faire en sorte que ce phénomène soit transparent et que ce ne soit pas quelque chose qui soit caché en fait. Le décloisonnement, pour nous, c'est l'idée que lorsqu'on a des datas et qu'on va créer un algorithme, que ce soit un algorithme de deep learning ou un algorithme bayésien, que nous a montré brillamment Philippe Leray lors de la présentation précédente, c'est de faire en sorte que ce jeu de données et l'algorithme soient liés entre eux. Donc, de faire en sorte que lorsqu'on utilise des données, que ces données soient vraiment liées à cet algorithme et ne pas commencer à prendre des données pour atteindre un objectif et puis finalement se dire on va prendre aussi les mêmes données pour atteindre un autre objectif sans que l'utilisateur au moins soit mis au courant. La responsabilité et la traçabilité, c'est donc de faire en sorte que voilà, tous ces jeux de données puissent être accessibles, que les gens puissent pouvoir demander à ce que leurs données soient effacées.
Donc, c'est un petit peu lié aussi au respect de la vie privée. C'est quelque chose qui est important aussi, c'est de ne pas inclure, on appelle ça aussi le privacy by design, des données voilà, qui pourraient être sur le sexe de la personne, ses opinions politiques, son état de santé, etc. Tout ça, c'est lié aussi donc au côté éthique. L'éthique de l'IA, bon, il y a pas mal de gens qui en ont parlé, donc c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. C'est de voir quelle va être la finalité donc, de cet algorithme. Donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus actuel. On va, par exemple, à la penser, est-ce qu'il y a eu un certain nombre d'initiatives, par exemple internationales, qui ont été prises sur des chercheurs qui refusaient de travailler, par exemple, sur des armes autonomes ou des choses comme ça. Donc, au niveau des ressources humaines aussi, par exemple, il peut y avoir des gros impacts de l'IA en termes positifs comme en termes négatifs. Il y avait une expérience qui avait été faite qui avait montré que lorsque le dataset, par exemple, pour des processus de recrutement était mal effectué, l'IA avait tendance à toujours recruter les mêmes personnes qui avaient été recrutées auparavant, c'est-à-dire des hommes blancs, en dessous de 30 ans, etc. Et que donc, voilà, ce côté éthique n'était pas vraiment respecté. La gouvernance et la culture scientifique et technique, c'est en fait, pour la gouvernance plus spécifiquement, c'est en fait de faire en sorte que lorsqu'il y a des traitements d'IA qui sont à base d'un business, c'est un peu la responsabilité de ce business d'avoir un comité éthique qui puisse un peu superviser la gouvernance des algorithmes et faire en sorte que ces algorithmes soient utilisés à bon escient et qu'il n'y ait pas des possibilités de détournement ou de contournement de ces algorithmes. Et ensuite, coopération homme-machine. Pour terminer, la coopération homme-machine, c'est faire euh, sont les traitements que les humains puissent faire, parce que généralement l'IA est bonne sur des problèmes qui sont à la fois complexes et répétables, et de faire en sorte que, voilà, que ces traitements soient faits au service des gens et pas l'opposé. Excusez-moi, je suis sorti de mon plein écran. Donc, Naonedia, en quelques chiffres, voilà, donc on est basé à Nantes. Il y a l'élu principe de la charte éthique. Il y a environ une quarantaine d'acteurs au niveau des entreprises, plus de 80 contributeurs. Et puis finalement, voilà, on s'est dit qu'on n'allait pas se limiter à une charte éthique. Et donc, j'en avais parlé un petit peu précédemment, de faire des projets qui soient un peu concrets. Qui est quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc, je vais parler aussi un petit peu plus précisément des 3 projets qu'on a lancés. Le premier projet, c'est un projet contre le surendettement. Le surendettement, voilà, 170 000 dossiers qui ont été déposés en 2017. C'est une somme assez faramineuse, voilà, de dossiers, de choses qui commencent à être de plus en plus encadrées par la loi. Et ce sont des gens qui sont vraiment en situation de fragilité extrême, qui sont à 2 doigts en fait, de basculer vraiment dans la pauvreté. Et donc, ça nous semblait vraiment un beau projet. L'idée, c'est d'avoir en fait à la base à partir de données bancaires, aussi de données aussi qui sont faites avec d'autres partenaires, comme par exemple EDF, qui a participé à ça, de pouvoir essayer d'isoler, de repérer le plus longtemps possible en avance des gens qui sont en situation soit de surendettement ou qui sont sur le point de basculer sur du surendettement, pour pouvoir essayer de les contacter le plus tôt possible avant ce point de bascule, pour essayer de s'occuper d'eux et d'essayer de trouver une solution pour éviter ce basculement. L'idée, c'était de sortir de quelque chose qui soit dans le cadre réglementaire actuel, donc de pas de commencer à faire quelque chose qui soit répété, qui soit déjà en fait exactement une copie conforme de ce qui existe déjà au niveau bancaire, mais de pouvoir essayer de prédire donc à l'avance ces problématiques de surendettement. Donc là-dessus, évidemment, le côté éthique et de respect de la vie privée est extrêmement important.
Donc, l'idée, c'était que Neonedia puisse un petit peu surveiller, enfin superviser plutôt, hein, ça serait plus adapté à ce projet, en faisant en sorte que voilà, le côté de la transparence des données, d'éviter que ces données soient utilisées pour d'autres services, donc essayer de addiction sur des gens qui pourraient être en difficulté, plutôt que d'essayer de leur revendre des produits supplémentaires. Donc ce projet, en fait, il s'est déroulé en 2 phases. La première phase, c'était on s'est dit que ce qui était important, c'était d'abord de comprendre le phénomène. Qu'est-ce que c'est exactement le surendettement? Quelles sont les conséquences et les origines de ce phénomène? Donc il y a eu un gros travail qui a été fait, qui est en cours, avec l'Université de Nantes, avec en particulier des chercheurs en sociologie, pour essayer de comprendre exactement quel est voilà, le profil des gens qui sont en surendettement, quelles sont les choses qui peuvent les pousser à continuer à consommer alors qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et la deuxième phase, donc ça c'est quelque chose qui est en train de se terminer, et la deuxième phase, donc ça sera la construction de l'algorithme qui sera faite en début de 2021. Un deuxième projet sur lequel on a travaillé, c'était un projet d'expérimentation sur le logement. Il y a énormément de données sur le logement, avec Nantes semble être assez attractive depuis pas mal de temps maintenant. Donc, il y a de plus en plus de gens, soit qui viennent de l'extérieur pour s'installer à Nantes, ou des Nantais qui veulent aussi déménager. Et donc, c'était l'idée de proposer un produit, enfin plutôt une application qui soit assez neutre, essayant de prédire d'abord le prix de son bien, et aussi essayer de prédire le prix de son bien dans le temps. Voilà. Donc, on a fait voilà, un gros calcul au niveau du deep learning. C'était une expérimentation qui a été faite par plusieurs membres de Neonedia et qui est maintenant sortie. Donc, c'est une application qui est disponible. Et voilà, d'essayer de prédire le bien de l'immobilier, donc basé voilà, sur tout un tas de facteurs, sur l'allocation évidemment géographique, sur des données qui sont accessibles depuis des bases de données de l'open data qui est offert par Nantes Métropole ou la mairie, etc. Tout. Et donc, c'est décidé d'avoir un outil. Le troisième projet sur lequel on a travaillé, qui est en cours de développement en ce moment, c'est ce qu'on appelle NaoSynth. Donc, l'idée du projet, c'était de mettre Nantes en musique et d'essayer de pouvoir mixer des sons ambiants à l'intérieur de Nantes, donc de pouvoir essayer un petit peu faire une espèce de cartographie sonore de la ville de Nantes et de pouvoir faire des traitements à base de deep learning dessus et de pouvoir voilà, avoir une espèce de petit instrument, un petit peu de composition où il y a des filtres et on peut écouter des endroits. Donc l'idée, ça serait de faire de la géolocalisation et lorsqu'on se retrouve par exemple place du commerce, de pouvoir entendre, on aurait donc évidemment le bruit des tramways, le bruit des gens qui sont en train de se déplacer, etc. Et de pouvoir mixer par personne Neomédia et qui nous semblait intéressant. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait être éventuellement couplé dans le futur avec le voyage à Nantes ou d'autres initiatives. Et c'est aussi l'une des idées de Neonedia, c'est de pouvoir proposer des projets qui soient un petit peu fun et rigolos, qui n'est pas toujours que ce soit pas forcément, nous on n'est pas du tout à la recherche forcément d'un projet qui pourrait finir voilà, en business ou autre. C'est de pouvoir aussi explorer les aspects artistiques de l'intelligence artificielle, hein, qui ne sont pas toujours ceux qui sont le plus mis en avant. Ce qu'on met beaucoup en avant, voilà, c'est surtout le côté un petit peu marketing, le profiling d'utilisateurs. Mais il y a aussi bien d'autres champs d'application pour l'intelligence artificielle, dont la création musicale. Et le projet NaoSynth, c'est un bon exemple de ça. Excusez-moi, pour 2021, donc on a plusieurs chantiers qui sont un petit peu en cours de route. Déjà, on va continuer plutôt à accompagner divers projets d'acculturation de l'intelligence artificielle.
Donc, que ça soit au sein d'écoles ou d'entreprises, pouvoir faire des conférences, des diagnostics. Alors, c'était un chantier qui était important pour nous en 2020. Et puis, évidemment, avec la situation sanitaire, ça a été un petit peu compliqué. Donc, c'est quelque chose qui va être relancé en 2021 et donc, voilà, faire partie voilà, de la Nantes Digital Week, de pouvoir faire diverses conférences sur plusieurs sujets. Et donc, voilà, d'accompagner ce mouvement d'innovation et de création. Pour la sensibilisation et la culturation, on a un projet de pouvoir interviewer en fait des sachants un petit peu de l'intelligence artificielle. Il y a énormément de gens qui donnent leur opinion sur l'IA ou sur le machine learning et qui ne sont pas toujours des gens qui connaissent très très bien ces technologies. Donc notre idée, on devrait pouvoir commencer ça en janvier donc 2021, c'est d'interviewer soit des chercheurs ou éventuellement ça peut être aussi des chefs d'entreprise qui sont un petit peu spécialisés dans l'IA, de faire donc des interviews à un format un petit peu long où les gens ont vraiment le temps de s'exprimer, de discuter voilà, quel est un petit peu l'état de l'IA, l'état de l'art, quelles sont les possibilités actuelles de cette technologie, quels sont les différents steps qu'on pense que l'IA pourrait avoir dans l'année ou dans les 2 prochaines années, discuter évidemment sur les aspects éthiques de cette technologie, etc. Donc, il y a plein de choses à faire. Et donc, voilà, l'idée, c'est de trouver des gens qui soient vraiment spécialisés dans le domaine et de pouvoir leur donner un médium qui soit un petit peu long, voilà, où ils aient un peu le temps de s'exprimer, 30 ou 40 minutes, pour pouvoir faire des interviews un petit peu en profondeur. Et ensuite, voilà, au niveau des projets, la dernière partie, donc on a une idée, ce serait d'organiser éventuellement un hackathon au printemps. Donc, on est en train de finaliser ça. Et donc de continuer le développement de projets, par exemple le projet de NaoSynth. Voilà, on va bientôt envoyer un email pour rechercher des partenaires, pour nous donner un petit coup de main sur le développement de l'application, voir si l'application intéresserait éventuellement d'autres partenaires, est-ce qu'on peut la développer encore un petit peu plus, etc. Donc pour nous, avoir des projets concrets, c'est toujours quelque chose qui est assez important. Donc, je profite un petit peu aussi de cette présentation pour voilà, faire un appel aux collaborations. Nous, on est toujours à la recherche de gens qui sont intéressés pour éventuellement collaborer avec nous. Donc, ça peut être un chercheur, ça peut être un entrepreneur, ça peut être un citoyen, ça peut être un instituteur. Et qui viennent nous proposer des projets ou qui viennent simplement nous dire que voilà, ils aimeraient bien faire partie de l'association et donner un petit coup de main, etc. Il y a énormément de choses voilà, qui sont possibles. Donc, faire des projets de sensibilisation, par exemple, dans les écoles, c'est hyper intéressant. Mais voilà, on a besoin toujours un petit peu de monde pour filer des coups de main. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés par ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des gens qui auraient éventuellement un projet d'IA sur lequel ils sont déjà impliqués et sur lequel Naonedia pourrait donner un petit coup de main? Voilà, donc on est vraiment prêt voilà, aux collaborations. Donc, je pense qu'on enverra encore un autre email derrière. Si jamais vous êtes intéressé par Naonedia ou vous voulez adhérer, l'adhésion individuelle voilà, est 100% gratuite. Donc, il n'y a aucun problème. Vous avez juste besoin d'envoyer un petit email à contact@naonedia.fr. Et puis, on reviendra rapidement vers vous. On a aussi sur notre site internet, donc naonedia.fr, on a une section pour les appels à manifestation d'intérêt. Donc, de temps en temps, on a des gens qui utilisent cette adresse email pour dire voilà, j'ai un projet d'entreprise et j'aimerais bien savoir voilà, comment est-ce que sur l'aspect IA, est-ce que c'est quelque chose qui sera adapté, par où est-ce que je dois commencer, etc. Tout. Donc, on a aussi sur contact@naodedia.fr.
Donc, je voulais voir, comme je vous disais, cette présentation, elle va être en 2 parties. Donc, voilà, je vous invite à vraiment rester. On a donc Ioannis Stéphanou, qui est un chercheur donc, à l'École centrale de Nantes, qui va vous faire une petite présentation juste derrière moi, qui est vraiment passionnante. Donc, je vous invite à rester. En attendant, si vous avez des questions sur Nao. Oui, Monsieur Constant, nous avons déploré quelques coupures de son. Est-ce que vous m'entendez durant votre intervention? Vous m'entendez bien? Oui. Oui, on vous a entendu, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de coupures de son durant votre intervention. Alors, nous avons une question de Maël Fouquenet qui vous demande si vous pourriez redonner les informations sur le projet de hackathon du printemps, car il n'a pas entendu à cause des coupures. D'accord. En fait, le projet de hackathon, là, on est en train de faire une recherche de différents sujets en fait, qui pourraient être intéressants. On est éventuellement, voilà, il y a une problématique en ce moment sur les vélos à Nantes ou Nantes Pétropole. Aimerait bien savoir quels sont un petit peu les trajets qui sont employés par les cyclistes. Et donc, ça serait une idée éventuellement de pouvoir participer à ça, si c'est possible, de voir par exemple quels sont les différents trajets, de trouver un algorithme pour proposer par exemple des nouvelles voies cyclables. Il y a aussi une idée qui a été émise pour essayer de coupler une application avec des caméras thermiques pour que des gens puissent faire eux-mêmes un bilan énergétique de leur maison. Voilà. Donc ça, c'est des idées qui ont été soumises il y a assez peu de temps. Donc, on est en train de chercher en fait des sujets. Donc, s'il y a des gens qui ont des sujets mobilisateurs pour un hackathon, c'est typiquement le genre de choses voilà, qui pourraient nous intéresser. On est en train de chercher un sujet. Donc, évidemment, nous, on est plutôt à la recherche de choses qui sont à destination voilà, du public, au service de la collectivité. Ça peut être aussi un projet qui est un petit peu artistique, comme le synthé. Et donc, voilà, tous les gens qui sont sur la mailing list, donc pour être sur la mailing list encore, il faut être sur contact@naodedia.fr. Vous serez informé voilà, du hackathon. On espère faire ça au mois d'avril ou du mois de mai, quand la situation sera un peu meilleure. Il y a d'autres questions avant de passer à Ioannis? Alors, de mon côté, je n'en vois pas. Pour être sûr, est-ce que vous pouvez regarder de votre côté aussi en vous connectant sur la plateforme Imagina? Si vous connectez à votre conférence, tout en bas, vous avez un bouton Je ne vois pas de question. mon côté. Normalement, je dois les voir, mais comme tout à l'heure, j'en ai raté quelques-unes. Voilà, qui est vraiment passionnante. Il a fait un TEDx il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc je vais passer le relais à Ioannis Stéphanou, qui est donc chercheur à l'École centrale de Nantes. Parfait, merci. Donc, la parole est à vous, Ioannis Stéphanou. Bonjour, je vous remercie pour cette invitation. Je vais partager mon écran. Oui. Je vais préparer quelques diapos. Normalement, ça doit être bon. Et encore merci pour cette invitation. Je viens de voir aussi votre présentation, Lionel, avec toutes ces applications de machine learning qui est très inspirant et au service de la collectivité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions sur les rôles de machine learning, plutôt de l'intelligence artificielle dans la société. Et il y a beaucoup de questions éthiques qui s'élèvent. En fait, éthique vient du mot grec ethos, que ça veut dire habitude, coutume, habitude, notre façon de faire les choses. À ce sens-là, je pense que les méthodes et les algorithmes derrière ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ils vont changer nos habitudes, ça c'est sûr. La question, alors, c'est si en fait ces changements, ça sera pour
pour les biens de l'humanité, de la collectivité, de l'individu, ou pas. Et c'est un débat très difficile à répondre, mais dans notre monde des recherches, ce qu'on essaie de faire, c'est d'utiliser des méthodes comme ça pour maîtriser les séismes et peut-être un jour d'éviter qu'ils apparaissent. Et les séismes, c'est un phénomène complexe, c'est les tremblements de terre, qu'il a des raisons qui se provoquent de façon naturelle, mais aussi les hommes nous provoquons des séismes aussi. Mais afin d'entrer en détail, je ne veux pas entrer trop en détail, surtout en détail mathématique, je vais commencer par quelques similarités qu'on trouve entre les séismes et notre vie collective, si on peut dire que la bourse présente d'une certaine façon la vie économique de la société. Je vous montre ici un diagramme qui montre la liaison qu'il existe, la relation qu'il existe entre les montants des transactions et les fréquences des transactions. Vous voyez ici dans la bourse. Donc en bourse, vous voyez ici avec les différentes courbes, vous voyez la bourse à New York, à Paris et à Londres. À l'axe horizontal, on voit les montants des transactions et à l'axe vertical, on voit la fréquence des transactions. Donc, ce diagramme, il nous dit pratiquement que on n'a pas de façon très fréquente des transactions de montants élevés, parce qu'ils sont plutôt à droite. Et par contre, on a beaucoup plus de transactions qu'ils ont de petits montants. Mais ces diagrammes nous montrent aussi une autre chose qui est très importante, c'est que la fréquence des transactions en bourse est liée avec les montants des transactions. Et cette relation suit une loi de puissance. Alors ça, c'est quelque chose que les chercheurs ont beaucoup de fois vu en économie, mais ils ont vu aussi dans beaucoup d'autres phénomènes de notre vie dans la société, mais aussi dans la physique. Et un exemple caractéristique qui est très similaire avec ce qui se passe très souvent statistiquement au niveau de la bourse, c'est les séismes. Ici, vous voyez un diagramme qui est pareil. À l'axe horizontal, vous voyez la magnitude des séismes et à l'axe vertical, vous voyez le nombre de séismes. La relation suit encore une loi de puissance, comme dans le cas des bourses. Et donc, on sait très bien en fait aujourd'hui que on peut avoir des séismes qui sont larges, qui sont très importants en magnitude, mais quand même, on n'aura pas beaucoup de séismes comme ça. Par contre, on aura beaucoup plus un nombre de séismes de petite magnitude. En fait, ces comportements qui est statistiquement similaire, caractérise beaucoup des systèmes physiques et les épidémies, par exemple, entre autres comme le Covid, même les guerres, les crises économiques, souvent apparaît qu'ils suivent des statistiques pareilles. Alors, dans ma recherche, je ne me focalise pas à des phénomènes autres que les séismes, mais ce qu'on essaie de faire dans mon groupe, c'est de voir si et comment c'est possible de contrôler exactement ces statistiques et faire disparaître les séismes de grande magnitude avec une approche mathématique. Et là, l'intelligence artificielle peut être quelque chose qui peut nous aider. Alors, les séismes, c'est un phénomène qui est totalement catastrophique et un impact très important au vie des gens. Je vous présente ici une image qui c'est après les séismes au Népal en 2015. Il avait une magnitude de 7,8. Avant les séismes de Népal, il avait un autre grand séisme, le
sismologues passent, les géologues pensent qu'il avait à peu près la même magnitude, il y a à peu près des 100 ans. Ce sisme était catastrophique. Il a tué 9000 personnes et il a blessé 22 000. Et il avait un impact direct à l'économie du Népal avec un coût qui était égal à peu près à 35% du PIB du pays. Mais l'impact économique n'est pas seulement réduit, restreint seulement dans la sphère locale du Népal, mais peut nous impacter aussi de façon indirecte. Par exemple, le UNESCO a estimé que les réparations pour des monuments du Népal s'élèvent à 160 millions et l'aide directe en général que les pays développés ont donné s'élève à quelques milliards d'euros. Je parle de l'aide directe. Donc, peut-être les séismes sont un petit peu moins fréquents en France, mais ça existe, surtout au sud de la France. Ça existe en Méditerranée. Mais excepté de ça, il y a des impacts économiques indirects qui sont importants. Mais en plus, les séismes n'ont pas seulement des origines naturelles. Les hommes nous provoquent des séismes aussi. Et je parle notamment de la production d'énergie. Je parle de la production du pétrole. Il y a plusieurs méthodes avec lesquelles en fait, on injecte des fluides dans la croûte terrestre et on réactive des failles et on provoque des séismes. Aujourd'hui, en 2020, ça c'est quelque chose que c'est reconnu. Il y a 20 ans, c'était un petit peu moins évident. Et il y a des statistiques qui montrent, par exemple aux États-Unis, qu'à partir de 2010 à peu près, on a une hausse importante de la sismicité au terrain américain, avec les plus grands séismes qui a eu lieu à Oklahoma, qui avait une magnitude de 5,7. Et ça, c'est à cause du fait que les États-Unis ont décidé de exploiter et d'extraire du pétrole sur leur territoire. Et une autre activité humaine qui peut être beaucoup plus amicale pour l'environnement, qui malheureusement implique les risques de produire des séismes, c'est le stockage du CO2. Dans cette idée, c'est de collecter le CO2 qui existe dans l'atmosphère ou de le récupérer directement au site de production, c'est-à-dire aux usines, et de les réinjecter dans la croûte terrestre à quelques kilomètres de profondeur et les stocker là. Ça, c'est une méthode qui est très promettrice et qui est sous développement. Une autre méthode très importante, ça peut être la géothermie profonde, avec cette énergie qu'elle considérait d'être une énergie renouvelable très amicale pour l'environnement. L'idée, c'est qu'on injecte du fluide, de l'eau froide à un endroit et à un autre endroit voisin, on récupère de l'eau chaude. En fait, on profite du gradient de température de la Terre, qu'il est assez important, et comme ça, on peut produire d'énergie. Les potentiels d'énergie, pour la production d'énergie de façon amicale pour l'environnement est très large. C'est pour ça qu'il y a plusieurs projets partout dans le monde, y compris la France, où se focalise sur la géothermie profonde. Mais malheureusement, quand on injecte des fluides dans la croûte terrestre, on réactive des failles et on peut provoquer des séismes. Un exemple récent, ça fait juste 2 semaines, c'était à Strasbourg, Alsace, où un projet géothermique très prometteur, malheureusement, avec comme résultat de provoquer des séismes, une suite de séismes qui étaient importants, et ils ont alerté les autorités, mais aussi la communauté scientifique. Donc, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de voir comment les séismes sont créés
et de proposer des façons pour les maîtriser. Donc, mais avant vous dire plus sur ça, je voudrais juste vous dire quelques mots sur la création des séismes. Les séismes se passent à des grands profondaires, à quelques kilomètres. Nous sommes à peu près de 0 jusqu'à 15 kilomètres en profondeur, où le plus grand séisme se passe. Et l'idée, c'est très simple. En fait, à cause du mouvement des plaques tectoniques qui bougent très, très, très lentement, on stocke des grandes quantités d'énergie dans la croûte terrestre, et comme vous voyez dans cette image. Et à un moment, il y a des failles dans la croûte terrestre, et à un moment, il glisse. Il glisse très, très rapidement, et toute l'énergie qui était stockée dans les roches est libérée à un coup. C'est comme un claquement des doigts, si vous voulez. Ça se libère comme ça. On stocke beaucoup d'énergie pour un petit peu de temps, mais à un moment, nos doigts glissent et il libère toute l'énergie qui était stockée. Donc, on provoque un son. Ce son, c'est l'équivalent d'un séisme à notre petite échelle humaine. Donc, pratiquement, on a, je répète la même chose, donc on a le mouvement des plaques tectoniques, on stocke d'énergie dans les roches autour des failles, et à un moment, on a un mouvement abrupt si certaines conditions d'instabilité sont satisfaites. Bon, ces conditions, on peut les retrouver mathématiquement, et mathématiquement, c'est un problème très intéressant, mais je ne veux pas entrer en détail, je vais vous montrer juste les résultats visuels d'un glissement de séisme. Ça, c'est la faille à Greendale, en Nouvelle-Zélande, qui s'était liée à séisme à Carberry en 2010. Et vous voyez ici le glissement important de débloc des terres. Si on considère que les arbres que vous voyez ici ont un diamètre à peu près à 1-2 mètres, on parle d'un glissement de 4 mètres à peu près. Donc, qu'il se distribue pour des distances qui sont égales à la longueur des failles, donc on parle de quelques kilomètres. Donc, voilà la faille. Donc, la question alors, c'est comment le machine learning, l'intelligence artificielle au sens un peu plus large, peut aider pour contrôler ces phénomènes sismiques. Comment on peut l'utiliser afin de libérer l'énergie de façon contrôlée et pas de façon abrupte. Donc, il y a des choses que tous ces outils mathématiques peuvent nous aider. Le premier, c'est qu'ils peuvent nous permettre de faire des modélisations qu'on ne peut pas faire aujourd'hui avec des outils conventionnels. Et ils peuvent nous aider à comprendre et borner mieux les frottements au niveau des failles. La deuxième approche, la deuxième façon avec laquelle les machine learning peuvent nous aider, c'est en injectant des fluides dans la croûte terrestre. Ils peuvent peut-être nous dire comment ils font injecter afin de, au lieu de déstabiliser une faille, de les stabiliser. Donc, je vais d'abord vous présenter le premier aspect. Le SIM, c'est un modèle qui implique plusieurs échelles temporelles et des échelles de longueur spatiale. Donc, vous voyez ici la faille. Si on fait un zoom au niveau d'une faille, on a une petite zone de cisaillement où, en fait, pratiquement tout ça se passe là, et qu'il a une épaisseur de l'ordre de 10 cm. Et si on zoome encore plus, on voit une échelle micrométrique. Et là, on a des phénomènes très intéressants qui se passent, des phénomènes physiques. Et ces phénomènes, en fait, déterminent les frottements apparents au niveau des failles. Aujourd'hui, ces problèmes, on ne peut pas les résoudre avec les outils conventionnels. Parce que résoudre les problèmes et toutes les échelles en même temps, c'est quelque chose qui demande un coût de calcul extraordinaire. Donc, l'idée, c'est de résoudre chaque échelle de façon séparée et utiliser machine learning pour passer d'informations d'une échelle à l'autre. Donc, et machine learning peut nous aider à faire ça. Les problèmes, par contre, c'est que quand on va résoudre ces problèmes, on va entraîner un réseau de neurones avec du deep learning pour qu'ils apprennent comment ces petits cubes ils se comportent pendant des sollicitations, par exemple, des cisaillements. Mais le problème, c'est qu'on va générer les données comme de façon habituelle. Mais le problème, c'est que
malheureusement, il n'y a rien qui nous garantit que les prédictions de notre réseau de neurones va respecter les lois physiques. Donc, en fait, c'est dans notre groupe de recherche, on a peur de ça et on a peur que les réseaux de neurones, qui beaucoup de fois, ils sont traités comme une boîte noire, se transforment comme une boîte de Pandora. Donc, on veut minimiser le risque d'avoir des comportements irréalistes parce que nous sommes ingénieurs, on ne peut pas dire que voilà, on s'est trompé et donc on n'a pas bien calculé les frottements, donc nos calculs sont faux. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a essayé et on a réussi, il y a une publication sur ça, de mettre et de combiner les approches classiques qu'on a pour le machine learning avec les lois physiques. Donc, nos réseaux de neurones, avec l'architecture et les méthodes qu'on a utilisées, respectent les lois physiques. Dans ces cas-là, ce sont les lois thermodynamiques. Je ne vais pas entrer dans les détails mathématiques, il y a une publication sur ça. D'ailleurs, pour le faire, j'aurais besoin de plusieurs heures. Mais je veux juste vous dire les avantages, c'est qu'avec notre approche, on arrive de conserver l'énergie. Et ça, c'est la loi fondamentale dans la mécanique et la physique. On garantit aussi que l'entropie toujours augmente. Parmi vous, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui sont familiarisées avec des notions d'entropie ou d'entropie d'information. Dans notre système, c'est que on n'a pas d'énergie qui les crée de nulle part. Et comme résultat, nos réseaux de neurones, ils avaient besoin de moins de données et en plus, ils garantissent toujours de prédictions qui sont correctes au niveau du respect des lois physiques. Ça, c'est très important pour notre entraînement et on peut faire plus confiance. Mais pour donner un exemple, pour les gens qui ne sont pas très à l'aise avec les lois physiques, je vais vous donner un exemple j'étais inspiré par un podcast que j'écoute très souvent, qui s'appelle Devant sous la robe, et c'est sur un autre domaine totalement différent, qui c'est sur l'innovation légale. En fait, dans ce podcast, il y a parfois des épisodes qui parlent du machine learning au service de la justice. Et une question qu'ils ont très souvent, les personnes qui s'occupent de ça, c'est d'appliquer les machine learning afin de simuler les raisonnements juridiques. Alors, je pense que notre approche, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des décisions juridiques, ils entraînent un réseau, ils essaient de faire des prédictions, entre guillemets, des prédictions, si vous voulez, au sens mathématique, du raisonnement d'un juge. Cependant, je pense que l'équivalent de ce qu'on avait fait, c'est qu'on entraîne notre réseau avec des décisions, mais on met comme contrainte dure les lois existantes. Ça peut être la Constitution, ça peut être les lois qui sont votées au Parlement. Donc, je ne veux pas entrer plus en détail, mais c'est juste un exemple pour vous montrer l'idée derrière. Je vais passer à l'autre aspect qui machine learning peut nous aider, qui c'est comment on peut éviter des séismes. Alors, quand on injecte des fluides dans la croûte terrestre, on change l'équilibre local. Et quand on augmente la pression des fluides qu'on injecte, on essaye les failles à glisser plus rapidement et plus facilement. Mais quand on pompe des fluides, on empêche le glissement. Alors, là, on utilise la théorie du contrôle qui trouve beaucoup d'applications. Vous voyez, elle était appliquée pour les voitures autonomes, pour les drones, pour des moyens de transport. Même SpaceX utilise la théorie du contrôle de façon régulière. C'est dans notre vie quotidienne. Et donc, on a démontré mathématiquement que c'est possible d'injecter des fluides dans la croûte terrestre afin de permettre de stabiliser un système et d'éviter un séisme. Ça, c'est une publication qui est apparue il y a une année, presque dès maintenant. Et je vais vous montrer un exemple simple. Je veux dire un exemple de façon, j'essaie de simplifier, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vous voyez ici dans ce diagramme, avec les courbes orange, on a les vitesses qui sont provoquées à des différents endroits d'une faille. Et avec notre méthode de régulation, de contrôle, on arrive à diminuer les vitesses des glissements 3 ordres de grandeur.
Et tout ça, on le fait de façon automatique en régulant la pression au niveau des failles avec les méthodes mathématiques qu'on propose. Et cela nous permet de dissiper et amortir l'énergie sismique, l'énergie qui était stockée au roche autour d'une faille de façon contrôlée, très lente. Avec d'autres mots, on arrive à l'ordinateur aujourd'hui de démontrer qu'on peut éviter des séismes. Alors, Machine Learning là peut nous aider d'aller au-delà de ces développements mathématiques rigoureux. Il peut nous permettre de faire d'optimisation et de provoquer d'autres lois de commande qui sont basées sur ce qu'on appelle de Deep Reinforced Learning. Et là, en fait, on exécute ces algorithmes afin de trouver des façons d'injecter des fluides dans la couche terrestre et ralentir le glissement sismique et la contrôler. Alors, c'était ça mon intervention. Cette étude et cette recherche est faite avec le support de European Research Council, que je voudrais citer, mais surtout c'est fait en collaboration avec des embryons, comme vous voyez, dont les noms vous voyez ici, qui ont travaillé afin de répondre aux plusieurs questions ouvertes qu'il existe sur ce sujet. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à voir mon talk TEDx que j'ai donné récemment à TEDx Rennes et aussi de visiter nos sites. Et avec ça, je voudrais vous remercier pour votre attention et je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Ah, personne? Monsieur Stéphanou, je suis animateur, donc je vais regarder sur la plateforme Imagina si vous avez des questions. Alors moi, de mon côté, je n'en vois pas. Attendez. Alors, c'est une intervention de Monsieur Hugo Rayet qui nous dit qu'il vous remercie beaucoup pour cette présentation très intéressante. Merci également. Très pédagogique, je dois l'avouer. Merci. Sachez que ce soit vous les conférenciers ou les visiteurs, que vous pouvez retrouver la conférence filmée sur la plateforme Imagina quelques minutes après sa diffusion. Que vous pouvez aussi, tout le monde peut bien évidemment poser des questions via la plateforme Imagina en se connectant donc sur la conférence que vous avez choisie et en allant tout en bas de la page sur le petit module qui s'appelle Votez et posez vos questions. Merci. Voilà, je vais rafraîchir ma page pour être sûr que je ne rate pas de questions, mais je n'en vois. Ah voilà, j'en ai une ici. Une question de Maxime Frétet qui vous demande quel futur proche peut-on envisager pour une mise en application sur le terrain de ces recherches? C'est une très, très bonne question. Je pense qu'avec les résultats qu'on a aujourd'hui, personnellement, je suis très optimiste, mais je suis réaliste aussi. Je pense que les premières applications peuvent être faites directement pour les projets de géothermie existants et qui sont des projets à grande échelle. Et une deuxième application peut être, on peut envisager pour d'autres projets pilotes qu'il existe dans des différents endroits de la planète afin de finalement avoir un démonstrateur et des preuves encore plus concrètes de ce qu'on peut faire, mais aussi de ce qu'on ne peut pas faire. Donc, voilà. D'accord, merci. Y a-t-il encore une autre question? Je regarde. De mon côté, je n'en vois pas sur la plateforme Imagina. Donc, je rappelle qu'il suffit pour ceux qui assistent aux conférences de se connecter sur sa conférence et d'appuyer sur le bouton tout en bas, voter et poser des questions.
nous avions des questions. Le son était bien meilleur d'ailleurs pour votre conférence que pour la précédente. Écoutez, je ne vois pas de questions. Je vous remercie beaucoup pour cet exemple. Et puis pour l'étymologie du mot éthique, c'est très, très intéressant de se retourner toujours vers l'étymologie. On comprend mieux beaucoup de choses parfois. Oui, absolument. Et puis, notre langue française est d'origine latine, mais aussi grecque. Et on vous remercie de votre présence. Maëva Rousseau vous remercie aussi pour votre présentation. Mais par contre, je ne vois pas de questions a priori. On va patienter 1 ou 2 minutes encore, tranquillement, puisqu'on a 5 minutes d'avance. Et peut-être que certaines personnes vont poser des questions par écrit. J'avais prévu 20 minutes à peu près. Je ne sais pas si j'ai respecté les temps. Si, vous avez très bien respecté le temps. C'était parfait. Pour continuer à la réponse à la question précédente, ce qui s'est passé à Strasbourg il y a très peu de temps, en fait, c'est très important parce que des événements comme ça, ils peuvent mettre à risque des énergies renouvelables comme la géothermie profonde. Et toute la communauté scientifique essaie de trouver des solutions afin de permettre l'exploitation de ces ressources de façon sécurisée, de façon bon pour ne pas avoir des sismicités importantes. Et je pense que nos recherches sont alignées avec ces efforts. Et c'est un problème hyper complexe. Mais effectivement, les machine learning peut nous donner beaucoup d'informations pour ce qui se passe à des grandes profondeurs, mais aussi pour proposer des solutions. Mais après, il faut être toujours attentif parce que les machine learning, c'est pas exactement très intelligent toujours. Il faut être très attentif de ne pas se tromper. Il faut toujours avoir les approches mathématiques derrière qui nous permettent de démontrer ou pas certaines choses et faire des expériences toujours pour vérifier. Des expériences numériques ou des expériences réelles, pour être sûr. Parfois, on aller vers les applications à grande échelle. Et donc, le machine learning, c'est une méthode comme beaucoup d'autres. Et il faut l'appliquer toujours avec avec un esprit scientifique pour avoir des résultats qui sont fiables. Les potentiels de ces méthodes est vraiment énorme. Et je pense que ça sera une rupture au niveau de calcul numérique. Des choses qu'on ne pouvait pas même imaginer au passé, on va pouvoir les faire peut-être dans les futurs proches, sauf s'il y a quelque chose qui change. Mais il faut être quand même méfiant et il faut faire bien notre boulot, bien vérifier qu'on a des prédictions qu'elles sont au moins qui respectent les lois physiques. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Ioannis Stefanou, pour votre intervention. Merci également. Merci au collectif Neonedia. Si M. Constant veut rajouter quelque chose, on a encore 3 minutes. Et puis sinon, on va terminer cette conférence pour passer sur la suivante du collectif Neonedia, qui va démarrer dans un quart d'heure à 11h30 et qui s'appelle « Du baron de Naples à Yann Lequin, histoire accélérée de l'intelligence artificielle et de ses usages ». Voilà, donc, mais merci à vous. J'ai une question, Monsieur Stefanou. Ah oui. Vous êtes encore là. Merci beaucoup pour cette présentation. Pourriez-vous développer l'utilisation des méthodes
intelligence artificielle pour la justice. Je suis pas le meilleur pour faire ça. Je pense qu'il y a des spécialistes. Je vous invite d'écouter ces podcasts aussi. L'idée, l'idée en général, c'est qu'on a beaucoup de données qui sont basées sur les décisions juridiques existantes. Donc, on les utilise comme entrée et sortie pour entraîner des réseaux de neurones et simuler les raisonnements juridiques. Les présentations, elles seront disponibles sur la plateforme aussi? Non. Uniquement le replay. Ce que je disais avant, c'est que au lieu de laisser le réseau d'apprendre comme il veut, au moins, on peut appliquer certaines restrictions qui sont compatibles avec les lois qui sont votées ou avec la Constitution, afin de permettre de mieux apprendre la loi et éviter des biais comme Lionel disait avant. Pour la RH, c'était un exemple, qu'ils sont totalement incompatibles avec la législation actuelle. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à bientôt ou à l'année prochaine pour la prochaine édition du Salon Data. Merci. Encore merci. À bientôt, merci. À bientôt. Au revoir.